Pendant longtemps, il a été considéré comme un symbole de stabilité, une figure rassurante dans un pays qui sortait d'une période sombre. À un moment où tout pouvait basculer, il incarnait la continuité, l'ordre et la promesse d'un avenir plus calme. Pour beaucoup, il représentait l'équilibre. Le contexte était fragile, les institutions se reconstruisaient, la société avançait avec prudence. Et dans cette période d'incertitude, une règle implicite s'est installée. Ne pas secouer ce qui tient encore debout, ne pas poser de questions inutiles, ne pas fragiliser une figure devenue centrale. Cette protection silencieuse a créé une zone particulière, une zone où certaines choses pouvaient exister sans être nommées, où des comportements pouvaient être tolérés tant qu'ils restaient discrets. Le pouvoir n'était pas absolu, mais il était entouré d'un respect tel qu'il échappait aux contrôles ordinaires. Très vite, des rumeurs ont commencé à circuler, des voyages fréquents, des relations étroites avec des intermédiaires influents, des discussions menées loin des regards. Rien de clairement illégal à ce stade, rien de prouvable, mais suffisamment d'éléments pour susciter des interrogations dans certains cercles bien informés. Ces informations ne venaient pas de la rue, elles circulaient dans des bureaux, dans des couloirs, dans des conversations à voix basse. Elles n'étaient pas absentes, elles étaient simplement contenues, et cette retenue n'était pas le fruit du hasard. Elles répondaient à une peur plus grande, celle de rouvrir une instabilité que personne ne voulait revivre. La presse, elle aussi, avançait avec précaution. Les mots étaient choisis. Les enquêtes s'arrêtaient souvent avant d'atteindre un point sensible. Il ne s'agissait pas d'ignorance, mais d'une forme d'autocensure collective. Le silence apparaissait comme un mal nécessaire. Ce climat a permis à un système informel de se développer. Des échanges opaques, des avantages non déclarés, des gestes interprétés comme des services rendus, le tout enveloppé dans une normalité apparente. Tant que rien n'explosait, rien ne devait être remis en question. À ce moment précis, le scandale n'existait pas encore. Il n'avait pas de nom, pas de dossier officiel, pas de titre dans les journaux, mais il était déjà là, présent, en attente. Car dans l'histoire, les grandes affaires ne commencent jamais par un choc brutal. Elles commencent par un consensus fragile, par des silences accumulés, par des vérités mises de côté au nom de la stabilité. Et lorsque tout repose sur ce silence, il suffit d'une fissure pour que tout s'effondre. Avec le temps, ce qui n'était que des murmures commence à prendre forme. Les déplacements se multiplient. Les rencontres deviennent plus régulières. Certaines se font loin des circuits officiels, dans des lieux discrets, à l'abri des regards et des protocoles habituels. Rien n'est annoncé publiquement, rien n'est assumé, tout reste officieux. Dans ces échanges, il ne s'agit pas seulement de représentation ou de diplomatie symbolique. Des intérêts concrets circulent, des portes s'ouvrent, des introductions sont faites. La frontière entre influence institutionnelle et relations personnelles devient floue. Et plus elle s'efface, plus le contrôle devient difficile. À ce stade, plusieurs personnes savent. Des conseillers, des fonctionnaires, des intermédiaires, chacun possède un fragment de l'histoire, jamais l'ensemble. Et c'est précisément ce morcellement qui empêche toute réaction collective. Personne ne se sent suffisamment légitime pour agir seul. Les mécanismes de protection se renforcent. Les informations ne sont pas niées, mais relativisées. On parle de malentendus, d'exagération, de contexte mal interprété. La stratégie est simple, diluer la gravité jusqu'à la rendre inoffensive. Dans les médias, le traitement reste prudent. Le récit dominant continue de présenter une figure respectable, utile, presque nécessaire à l'équilibre du pays. Toute remise en question semble déplacée. Le moment ne serait pas opportun. Le risque serait trop grand. Ce climat crée une impunité de fait, non pas parce que tout est permis, mais parce que rien n'est clairement interdit. Les lignes rouges existent, mais elles ne sont jamais tracées publiquement. Et sans ligne visible, il n'y a pas de sanction possible. Pendant ce temps, les avantages s'accumulent. Des soutiens discrets, des facilités, des protections implicites. Le système ne repose pas sur un ordre écrit, mais sur une compréhension tacite. Tant que chacun joue son rôle, la machine continue de fonctionner. Ce qui frappe, avec le recul, c'est l'absence de rupture nette. Aucun événement spectaculaire. Aucun scandale immédiat. Juste une succession de petites concessions acceptées au nom de la stabilité, jusqu'au moment où l'ensemble devient trop lourd pour être ignoré. À cet instant précis, le scandale n'est toujours pas public. Mais il est déjà structuré, organisé, protégé. Et plus il est protégé, plus il devient dangereux. À ce stade, le silence commence à se fissurer. Pas encore dans l'espace public, mais à l'intérieur même du système. Les informations s'accumulent, les fragments se rejoignent,
Ce qui, auparavant, semblait isolé commence à dessiner une structure cohérente. Des documents circulent, des relevés, des correspondances indirectes. Rien de spectaculaire pris séparément. Mais ensemble, ils racontent une histoire plus inquiétante. Celle d'un pouvoir qui a bénéficié d'une tolérance exceptionnelle. D'une protection tacite fondée sur la peur du scandale et le besoin de stabilité. Certains journalistes commencent à comprendre. Ils enquêtent plus loin. Ils croisent les sources. Ils posent des questions que l'on évitait jusque-là. Mais très vite, ils se heurtent à des murs invisibles. Des silences prolongés, des rendez-vous annulés, des avertissements feutrés. Dans les cercles institutionnels, l'inquiétude grandit, non pas tant à cause de ce qui a été fait, mais à cause de ce qui pourrait être révélé. Le problème n'est plus moral, il devient stratégique. Comment gérer une vérité qui, si elle éclate, pourrait ébranler tout un équilibre politique? La réponse est toujours la même. Attendre, gagner du temps, diluer. Chaque jour qui passe sans révélation majeure est considéré comme une victoire. Le système espère que l'intérêt retombera, que l'opinion se lassera, que l'histoire se dissipera d'elle-même. Mais certaines vérités ne disparaissent pas. Elles patientent. Elles se renforcent à mesure qu'on tente de les enfouir. Et plus le silence est organisé, plus il attire l'attention de ceux qui refusent de détourner le regard. À l'intérieur même de l'appareil, des tensions apparaissent, des désaccords, des lignes de fracture. Tout le monde ne veut pas continuer à protéger, mais personne ne veut être le premier à parler. Le coût personnel est trop élevé, la solitude garantie. Le scandale existe désormais pleinement. Il est documenté, il est compris, il est redouté. Ce qui manque encore, ce n'est pas la preuve, c'est le moment. Et dans les grandes affaires, le moment arrive rarement par hasard. Il surgit lorsque l'équilibre devient impossible à maintenir, lorsque le poids du silence dépasse celui de la vérité. Ce moment approche. Le moment tant redouté finit par arriver, pas sous la forme d'une révélation brutale, mais par une série de fissures, une information publiée ici, une confirmation discrète là, des éléments qui, pris séparément, semblent anodins, mais qui ensemble rendent le silence de plus en plus difficile à défendre. Certains médias commencent à franchir une limite. Ils ne parlent plus seulement de rumeurs. Ils évoquent des faits, des montants, des intermédiaires. Le ton reste prudent, mais la direction est claire. Pour la première fois, le récit officiel vacille. À l'intérieur des institutions, la tension est palpable. Les réunions se multiplient. Les discussions deviennent plus fermes. On ne se demande plus si la vérité va sortir, mais comment l'encadrer, comment la contenir, comment limiter les dégâts. La stratégie change. Il ne s'agit plus de tout nier, mais de reconnaître partiellement. D'admettre l'existence de comportements discutables sans remettre en cause l'ensemble. Le langage devient technique, juridique, froid. Chaque mot est pesé pour éviter une responsabilité directe. Dans l'opinion publique, la surprise domine. Beaucoup découvrent ce que certains savaient depuis longtemps. Le sentiment de trahison s'installe. Comment une figure aussi protégée a-t-elle pu agir sans être inquiétée? Pourquoi personne n'a parlé plus tôt? Les réponses sont floues. On invoque la complexité du contexte, les priorités de l'époque, la nécessité de préserver l'équilibre, des arguments déjà entendus, déjà utilisés. Mais cette fois, ils convainquent moins. Les soutiens commencent à se fissurer. Ceux qui défendaient hier se taisent aujourd'hui. Certains prennent leur distance. D'autres affirment n'avoir jamais été informés. La responsabilité se dilue à nouveau, mais l'effet n'est plus le même. Le doute s'est installé durablement. À ce stade, le scandale est public. Il n'est plus possible de faire comme s'il n'existait pas. Mais il reste incomplet, car ce qui apparaît à la surface n'est qu'une partie de l'histoire. Les mécanismes profonds, les complicités passives, les silences organisés restent difficiles à saisir. Et pourtant, ils sont au cœur de l'affaire. La chute n'est pas encore totale, mais elle est désormais inévitable. À partir de ce moment, tout s'accélère. Ce qui avait été contenu pendant des années ne peut plus l'être. Les révélations s'enchaînent, les confirmations s'additionnent, et l'image soigneusement protégée commence à se fissurer aux yeux de tous. Les réactions officielles arrivent tardivement. Elles sont prudentes, calculées. On parle de regrets, d'erreurs passées, de comportements discutables, mais jamais de fautes structurelles, jamais de responsabilité collective. Le langage est choisi pour apaiser, pas pour expliquer.
Dans les cercles de pouvoir, une décision tacite est prise. Il faut tourner la page, rapidement, réduire l'affaire à un problème individuel, isoler les faits, éviter que le scandale n'englobe tout un système. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Elle a déjà fait ses preuves ailleurs. La figure autrefois intouchable se retrouve progressivement isolée. Les soutiens se font discrets. Les apparitions publiques se raréfient. Les distances sont prises sans être annoncées. Officiellement, rien n'est dit. Mais le message est clair. La protection n'est plus totale. Dans l'opinion publique, le choc laisse place à la colère. Beaucoup se demandent comment une telle situation a pu durer aussi longtemps. Pourquoi les alertes n'ont pas été prises au sérieux? Pourquoi les règles n'ont pas été les mêmes pour tous? Ces questions restent largement sans réponse. Sur le plan judiciaire, les limites apparaissent rapidement. Les faits sont anciens. Les montages complexes. Les responsabilités diluées dans le temps. Chaque obstacle juridique devient un refuge, non pour établir la vérité, mais pour en retarder les conséquences. Ce qui s'effondre réellement à ce stade, ce n'est pas seulement une réputation. C'est une illusion, celle d'un pouvoir au-dessus de tout soupçon, celle d'une exception justifiée par l'histoire, par le contexte, par la peur du désordre. La chute n'est pas spectaculaire. Elle est progressive, silencieuse, presque administrative. Et c'est précisément cette discrétion qui la rend troublante, car elle donne l'impression que tout peut se régler sans véritable compte à rendre, que l'on peut refermer un chapitre sans en lire toutes les pages. Mais l'histoire n'oublie pas si facilement, même lorsqu'on tente de la ranger. Et ce qui est révélé ici prépare déjà la dernière question, la plus dérangeante de toutes. Pourquoi a-t-on laissé faire si longtemps? Avec le recul, cette affaire ne se résume pas à une chute personnelle. Elle révèle un mécanisme bien plus large, un mécanisme où la stabilité devient une excuse, où le silence est présenté comme une responsabilité, où le pouvoir, lorsqu'il est jugé indispensable, finit par échapper aux règles communes. Pendant des années, les signaux étaient là, discrets mais réels. Des informations circulaient, des soupçons existaient, des questions étaient posées à voix basse, mais chaque fois, la même réponse revenait. Ce n'est pas le moment. Le contexte est trop fragile. Les conséquences seraient trop graves. Ce raisonnement a permis de justifier l'inaction. Il a transformé la prudence en renoncement. Et surtout, il a créé une exception durable, une zone où certaines figures pouvaient agir sans être réellement inquiétées, tant que l'équilibre général semblait préservé. Lorsque la vérité commence enfin à émerger, elle apparaît incomplète, fragmentée, encadrée. On accepte d'en dire une partie, jamais l'ensemble. On reconnaît des comportements discutables, mais on évite de questionner le système qui les a rendus possibles. La responsabilité est déplacée, jamais assumée pleinement. Ce qui frappe, c'est la lenteur de la réaction. Non par manque de preuves, mais par manque de volonté. Car agir plus tôt aurait impliqué des choix difficiles, des remises en cause profondes, des risques politiques que peu étaient prêts à prendre. Cette affaire pose alors une question essentielle. Pas seulement sur une personne, mais sur une société entière. Jusqu'où sommes-nous prêts à fermer les yeux pour préserver une illusion de stabilité? Combien de temps acceptons-nous que certaines règles ne s'appliquent pas à tous? Le scandale n'a pas éclaté par surprise. Il a été retardé, contenu, aménagé. Et lorsqu'il est devenu impossible à ignorer, il était déjà trop tard pour une véritable justice. Il ne restait plus qu'une gestion de crise, une sortie contrôlée, une page tournée sans être vraiment lue. L'histoire retiendra peut-être une transition. Mais ce qu'elle révèle surtout, c'est une habitude dangereuse, celle de protéger le pouvoir en espérant que le temps efface les responsabilités. Or, le temps n'efface rien. Il attend. Si cette histoire vous a interpellé, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres scandales historiques racontés sans détour.